Et on va passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a des personnes dans la... Monsieur, à vous. Merci à vous d'être venu. Ma question porte sur la réforme des retraites. Je ne sais pas qui de vous quatre va pouvoir me répondre. Concernant la pension de réversion, M. Sarkozy a retiré 50% de la pension de réversion. On est d'accord? Pourquoi? Comment il a fait? Qu'est-ce que nous prépare M. Delevoye concernant la pension de réversion? C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui se trouvent seules avec une pension de réversion de leur mari, de leur mari ou de leur femme. Bientôt vont y arriver. Peut-être que moi, personnellement, j'ai une femme qui est plus jeune que moi. S'il m'arrive quelque chose, j'aimerais bien lui laisser quelque chose. Ce que prévoit le gouvernement en matière de retraite est le pire auquel vous devez vous attendre. C'est-à-dire qu'il s'agit pour eux de les baisser encore et de retarder l'âge de départ, de façon à ce qu'ils dépensent, comme ils disent, moins pour les retraites, sous prétexte qu'il n'y aurait pas assez d'argent dans les caisses. C'est faux. Notre système de retraite par répartition repose sur le fait que ceux qui travaillent payent en temps direct, en temps réel, la retraite de ceux qui ne peuvent plus travailler. Par exemple, moi, je suis en retraite, beaucoup d'entre vous travaillent, je vous aime. Et c'est bien, moi j'ai cotisé pendant 41 annuités. Maintenant, c'est vous qui cotisez pour moi. Ce système ne passe pas par le capitalisme. Il ne passe pas par des caisses d'épargne. Il ne passe pas par des fonds de pension. Il va directement de la poche de celui qui travaille à celui qui ne peut plus travailler. C'est un bon système. De toute façon, s'il y avait un problème pour la retraite de 2060, on pourrait le régler en 2059. Parce qu'on ajusterait la cotisation de façon à faire face à tous les besoins pour une retraite digne de ceux qui la touchent. Et si en 2060, il y a une catastrophe écologique, une pandémie terrible, et que le nombre de retraités baisse, on baissera la cotisation en 2061. J'explique ça pour sortir complètement d'un système d'achat, de points, de mise de côté, d'épargne, de fonds de pension. Et le système qu'ils veulent est un système de points qui remplacera nos annuités de travail, que l'on pourra ou devra acheter, et le point sera ensuite modulable, pas nos cotisations, pas le niveau de nos retraites, c'est l'État qui décidera qu'il nous donne moins s'il veut nous donner moins, et sûrement pas pour nous donner plus, ça n'arrivera jamais. Et les pensions de réversion, qui étaient le cœur de la question, ils cherchent depuis le début à les supprimer. Devant la révolte que ça crée chez les retraités, ils reculent, mais leur intention est de les baisser soit de 50%, soit des 2/3. Et vous le savez ici, il y a 14 millions de retraités en France. Il y en a 7 millions qui touchent moins de 1 000 euros. 50% autour de 1 000 euros. Et vous savez bien qu'on ne peut pas vivre avec cela. Et vous savez bien qu'il faut donc que la retraite soit maintenue selon le système actuel et que s'il y a à faire face à une difficulté, au lieu de baisser les pensions de réversion, il faudra moduler la cotisation de 0,1, 0,2, 0,3 points, de façon à ce qu'on ait tous une retraite digne. Aucune ne saurait être en dessous de 1 300 euros. J'espère bien qu'on ne se laissera pas faire, mais pour gagner sur les retraites, il faut d'abord gagner là, de face au débat de Macron, dans le mois qui vient. Il faut coordonner et développer les activités, comme l'a dit Priscilla, parce que si nous gagnons sur les salaires, nous gagnerons sur nos retraites. On avait des questions pour Monsieur Farah. Je suis comptable, je travaille dans une association, donc je traite les ressources humaines.
Donc je viens vous parler des salaires, des cotisations et surtout des retraites. Donc effectivement, j'ai fait sur Facebook une petite intervention et Priscilla a partagé aussi mon intervention pour les cotisations, car on nous a volé donc effectivement nos cotisations depuis 2018 sur la maladie, sur le chômage. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Mais le pire, c'est que là, au 1er janvier, le CICE donc, a disparu des bulletins de salaire pour les employeurs, mais a été mis à la place donc l'allègement généralisé des charges sociales. C'est exactement le même système, sauf que maintenant, il y a un abattement direct aussi sur les retraites, partie employeur, les 60%. Ma question est, quand on va reverser les retraites, est-ce que dans le calcul, cet abattement sera pris en compte? Voilà. Parce que, en fait, on se fera, excusez-moi, enfler 2 fois, puisque les retraites vont baisser et que le calcul, enfin maintenant en plus, l'employeur a un abattement sur les retraites. Monsieur Farah, bonjour, Agnès des Gilets jaunes de Chartres. Nous avons organisé une marche où j'avais organisé un caddie de première nécessité pour une personne pour une semaine. Ça nous avait coûté 50 € à peu près. Il y avait à peu près 5,71 € de TVA. On avait fait le calcul sur un an, on pouvait gagner 300 € de TVA sur un caddie de première nécessité pour une personne seule. Moi, ma question est, si on arrive à avoir la taxe à taux zéro, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rajouter dans la loi pour que les entreprises ou les supermarchés n'augmentent pas le prix de base? Il faut vraiment qu'il y ait un moyen de contrôle, parce que c'est bien beau si on récupère cette TVA, mais si, par exemple, les supermarchés augmentent le prix, ils vont avoir une marge, eux, et ça ne sera pas dans notre poche que ça arrivera. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous comptez comme solution pour ce problème. Moi, j'ai une question par rapport au revenu minimum, enfin minimal. Ce qui a amené les gens dans la rue, d'abord, c'était vraiment un problème de revenus. Et en fait, l'État parle de 10 milliards débloqués pour augmenter. Enfin, au final, ça ne sert à pas grand-chose, enfin très peu. Ma question, c'est pourquoi ne pas partir d'un revenu minimum, c'est-à-dire, exemple, étant donné les richesses qu'il y a dans le pays, 1800 € net SMIC minimum. Hein, j'y vais franco, hein, parce que c'est... Ouais. 1800 € net minimum, parce qu'il y a vraiment besoin de ça pour payer ce qu'il y a à payer et pour avoir un minimum de pouvoir d'achat pour dynamiser un peu l'économie. Donc, partir de cette somme-là pour ensuite remonter toute la fiscalité et harmoniser la fiscalité en mettant en œuvre, je ne sais pas, l'ISF, un certain nombre d'éléments pour voilà, obtenir ce salaire minimum et en même temps avoir une espèce de différentiel constant en dehors du paiement des taxes et impôts. Tout à l'heure, je ne sais plus, enfin je ne connais pas vos noms, mais le monsieur parlait de si on monte là, on va baisser là, donc du coup l'État peut opérer d'un côté et d'un autre. Donc pourquoi ne pas mettre en place un différentiel constant qui ne bougerait pas et qui serait donc alimenté par une harmonisation des fiscalités? Voilà, travailler sur un projet comme ça et bien le mettre en œuvre de manière très précise et concrète pour leur mettre ça devant leur gueule, parce que franchement, ils nous saoulent, quoi. Pour la première question, je pense que c'est Gérard qui répondra sur la question de l'abattement des retraites, donc je vais le laisser répondre sur ça. Sur les deux autres questions, effectivement, je l'ai dit, c'est un gain, réduire effectivement la TVA sur les produits de première nécessité, c'est évident que c'est un élément
du pouvoir d'achat. Ce n'est pas le seul, et votre expérience en atteste, effectivement, et qui permettrait à des personnes, pour les produits de première nécessité, d'avoir une facture allégée. Mais c'est évident que si l'État, ou s'il n'y a pas un moyen de contraindre par la loi ou par des accords avec la grande distribution, par exemple, des manières, si vous voulez, de s'assurer qu'il n'y ait pas une autre augmentation des prix qui fait que cette baisse de TVA, d'une certaine façon, eh bien, soit annulée, c'est évident que la mesure risque de tomber à l'eau. Et ça pose toujours le même problème, c'est-à-dire le rôle des pouvoirs publics dans le rapport au marché de manière générale. Or, aujourd'hui, les pouvoirs publics, et ce depuis les années 1980, n'ont pas pour objectif de limiter les pouvoirs du marché, que ce soit dans la grande distribution ou ailleurs. Au contraire, c'est toujours de créer un cadre qui soit toujours plus favorable à ces entreprises dont parlait Gérard Filoche il y a quelques instants. Donc, le problème, c'est que si il y a d'un côté peut-être ce gain, mais que de l'autre côté, on n'obtient rien auprès des grandes surfaces ou de la grande distribution, par exemple, si de l'autre côté, on retrouve par exemple avec des dépenses de protection sociale, enfin des réformes de la protection sociale qui consistent à dérembourser des médicaments, à augmenter le reste à charge, eh bien, ce qui va être gagné en pouvoir d'achat peut-être sur les produits de première nécessité va être immédiatement rogné ailleurs. Et ça, c'est effectivement un problème. Et que c'est pour cela que je disais tout à l'heure dans mon intervention, isoler la baisse du taux de TVA sur les produits de première nécessité, oui, mais si à côté il n'y a pas l'action sur les salaires, la question des grandes surfaces, la question effectivement de la manière dont l'État oriente son budget, le gain d'un côté sera vite absorbé ou disparu de l'autre. Et là on retrouve toujours la même logique du rapport de force, parce que sinon on va faire semblant de donner quelque chose. C'est comme l'histoire de la prime d'activité, pardonnez-moi, je ne veux pas être trop long. On oublie de dire que par exemple cette fameuse augmentation des 100 €, c'en était pas une, et que la question de la prime d'activité, pour en bénéficier, il faut, comment dire, la demander. Et sur quoi aussi prospère l'État? Sur le non-recours qui fait qu'en termes de RSA, de prime d'activité, des personnes ne la demandent pas. Donc, attention d'une certaine façon, c'est un premier aspect du problème, mais si de l'autre côté, les pouvoirs publics ne font pas en sorte que cette réduction de la TVA s'accompagne d'une réelle augmentation du pouvoir d'achat et qu'elle ne se fait pas rogner par ailleurs, eh bien la victoire n'aura été que de courte durée. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à un salaire d'entrée qui serait de 1 800 € comme point de départ, alors la mesure peut être intéressante, il faudra en discuter la manière de la mettre en œuvre, encore une fois, toujours le rapport de force, toujours de quelle façon elle peut être imposée dans l'espace public, enfin, et dans la loi, d'une certaine façon. Mais de l'autre côté, ce qui est aussi important, c'est de garder un objectif que notre société a perdu très largement, c'est non seulement le plein emploi et pas de s'accommoder du sous-emploi dans lequel on est, et d'un plein emploi digne. Voilà, et pas simplement un plein emploi au rabais. Mais effectivement, la question d'un revenu d'entrée, c'est une vaste question, là je ne vais pas pouvoir y répondre tout de suite, complètement, mais elle peut être mise sur la table, bien sûr. Encore sur les retraites. Écoutez, je vais faire style télégraphique. Défendons notre système de retraite par répartition tel qu'il est. Refusons le système par points qu'il va nous proposer. Exigeons le maintien des pensions de réversion intégrale. Refusons, puisque c'est le cas, qu'il y ait une désindexation des retraites par rapport à l'inflation. L'année dernière, il y a eu 1,5 d'inflation, ils n'ont pas augmenté les retraites. S'ils font ça sur 10 ans, nous perdons 15% des retraites.
Par conséquent, il faut indexer sur les prix. Et ensuite, les retraites les plus basses, 1 000 €, ça ne va pas. Par conséquent, il faut exiger un plancher qui soit de l'ordre de 1 200 à 1 300 €. Ensuite, moi, je suis pour, madame et monsieur, qu'il y ait un SMIC à 1 800. Je pense que c'est la mesure la plus essentielle parce qu'après, elle booste tous les salaires, y compris les retraites. En mai 68, j'ai eu l'âge d'avoir vécu ça, nous avons obtenu une hausse du SMIC de 33%. Et pour le salaire agricole, de 55%, afin qu'il rattrape le SMIG. Une hausse de ce type est bonne pour l'économie. Contrairement à ce qu'ils disent, c'est même bon pour les entreprises. Et les gens pourront consommer et ce sera une sortie de la crise telle qu'ils nous l'imposent. Donc le SMIC doit être élevé à 1 800. Et ensuite, après, si on veut dire pour les autres, pourquoi nous n'aurions pas ce que les policiers qui nous tirent dessus ont eu? Ils ont eu 300 €. 300 € pour tous d'augmentation de salaire dans la situation de richesse de la France n'est pas du tout irréaliste. Et ça permet de baisser les dividendes et d'augmenter ce que nous recevons et ce qui nous permet de vivre. Et ça a un effet sur le calcul des retraites, tant que le système de retraite est par répartition sur les annuités de travail. S'ils le font sur les points, ce que je viens de dire ne comptera pas. Et alors pour un salaire de 1 à 20, le monsieur me demandait, est-ce qu'on peut maintenir un différentiel? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Ça s'est fait aux États-Unis en 1938. C'est une revendication de la Confédération européenne des syndicats de 1 à 20. Ça pourrait être moins. J'ai vu l'autre jour une tribune qui disait de 1 à 12. Pourquoi pas? Moi, je propose de 1 à 20. C'est un chiffre aléatoire. À l'école, on vous note de 1 à 20. Pourquoi on vous paye de 1 à 600 après? C'est pas logique. Donc de 1 à 20, puis on baissera. Aucun humain n'a besoin de 20 fois plus qu'un autre, quel que soit son talent, sa richesse, sa fortune. Aucun humain ne mérite plus de 20 fois qu'un autre. Donc de 1 à 20, hausse du SMIC, partage des richesses et équivalent pour les retraites. Merci. Bonjour. Ça tombe bien en fait parce que je voulais juste en passant une petite pub vous parler du groupe Gilets jaunes signataires. Ce sont ceux qui signent pour les déclarations et qui assurent votre sécurité. Donc rejoignez le groupe aussi pour vous aussi venir signer si vous voulez. Ma question elle est pour Monsieur Filoche sur les cotisations. Effectivement, moi je travaille, je dois avoir 42 et quelques années de cotisation, je continue à travailler. Je compte encore continuer longtemps pour ma part, ça c'est mon choix. Et je souhaite aussi que si on veut travailler, on ait le droit, parce qu'en fait, le problème c'est les retraites, mais c'est aussi le travail des seniors. Donc si on donne du travail aux seniors, il y aura moins de problèmes de retraite. Le problème, c'est déjà qu'à 60 ans, il y a un tiers des seniors qui ne travaillaient plus. Donc il y a aussi un problème de donner du travail aux seniors pour qu'ils aient des revenus. Et ensuite, la retraite plus tard. Maintenant, pour les cotisations, votre analyse de ce qui a été donné par le gouvernement avec en retirant les cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Parce qu'il y a eu ces deux offres, ces deux choses qui ont été cédées, les 100 € et le retrait des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir retiré ces cotisations? Court. Et comment dirais-je? La prime, monsieur, je vous réponds alors. La prime d'activité et les heures supplémentaires défiscalisées, c'est nous qui les payons. C'est comme si Macron passait dans le métro, dit « Donnez-moi 100 € pour que je vous les rende ». C'est-à-dire que ceux qui vont faire des heures supplémentaires sont ceux qui ont un boulot, ils vont travailler plus à la place de ceux qui n'en ont pas, et c'est la totalité des salariés qui vont verser un impôt pour que leurs heures supplémentaires soient
défiscalisées et désocialisées, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans les cotisations sociales. C'est un système fermé où ce sont les salariés tous qui y perdent. Sans compter que des heures supplémentaires en plus, c'est du chômage en plus, c'est automatique. Ensuite, après, sur la question des retraites, encore une fois, il y a 3 façons de faire face aux retraites. Allonger la durée du travail, je ne nous le conseille pas, parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 62 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes. Et ce qui compte, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Vous savez, monsieur, les années de travail, puisque vous parliez du travail des seniors, les années les plus belles de la retraite, c'était entre 60 et 65 ans. Et les années les plus dures au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Quand on a cotisé longtemps, c'est pour en profiter. C'est pas pour aller au cimetière. C'est pas pour être malade. C'est pour avoir quelque chose, du temps pour vivre à partir du travail qu'on a fait pendant 40 annuités. Donc je suis pour la retraite à 60 ans, pour tous. Et je suis pour, s'il y a un problème, qu'on fasse payer la cotisation retraite, comme les autres cotisations sociales, par les employeurs sur le bulletin de paye. J'ai écrit 3 livres sur les retraites, je vous y renvoie, je vous donne tous les chiffres et je vous jure que c'est possible. Ils ne le veulent pas pour les mêmes raisons qu'ils ne veulent pas augmenter nos minima sociaux ou qu'ils ne veulent pas augmenter nos salaires. Mais la France riche peut permettre d'avoir la retraite à 60 ans, de la même façon qu'on peut avoir des salaires élevés. Bonsoir. On m'entend? Donc c'est une question pour Monsieur Pasco. Je voudrais aborder la transparence des dons pendant les campagnes électorales. Aux États-Unis et en Allemagne, les donateurs sont connus en toute transparence, au-delà d'un certain montant. En France, on ne connaît pas les donateurs de la campagne, notamment de M. Macron. Et moi, je me pose des questions sur les conflits d'intérêts et aussi sur la grave question d'indépendance. D'autant plus que les dons ouvrent droit à des allègements fiscaux. Vous m'entendez, ça? Oui. Alors, Monsieur Pasco, je voudrais vous demander ce que vous pensez d'une petite proposition de mettre en place des bons pour l'égalité démocratique. On pourrait allouer une certaine somme d'argent public à chaque citoyen, qui pourrait être déterminé, je ne sais pas, 7, 10 euros. C'est quelque chose que j'ai entendu. Il y a un livre qui a été écrit sur le sujet. Et chaque citoyen pourrait reverser au parti de son choix sur une année. Et les sommes qui ne seraient pas allouées pourraient être redistribuées en fonction des résultats qu'auraient obtenus les partis aux élections. Voilà. Une seconde question. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute l'Assemblée. Cette question s'adresse principalement aux 4 intervenants. Je pense que on va arrêter le blabla politicien et il va peut-être falloir réellement parler de qui commande M. Macron. Parce que M. Macron n'a pas le pouvoir en réalité. Il reçoit des directives de l'Europe. 95% de nos lois sont votées à Strasbourg, à l'Europe. Et en plus de ça, M. Macron a été aidé par la famille Rothschild ainsi que toute la presse mainstream pour justement être élu. On n'a jamais vu personne ne jamais se présenter à aucune élection, ne jamais faire campagne, n'avoir aucun mandat. Gagner l'élection principale, c'est du jamais vu. Si vous n'avez jamais pratiqué de sport de combat et que vous rétamez les plus grands champions, c'est qu'il y a un truc. Donc pour commencer, on va remettre les choses dans la réalité. Toutes les banques centrales sont contrôlées par la finance internationale et tous les États quasiment, sont ni plus ni moins que les propriétés privées de ces banques centrales. Donc à partir de là, on peut continuer à manifester dans les ronds-points, on peut continuer à venir sur les plateaux de CNews, de BFM TV, de TF1, on peut continuer de faire les clowns,
Mais personnellement, moi je ne suis pas un ennemi de l'humanité, je suis un homme de paix. Et paix à tous, à tous. Merci à vous, merci à vous. Bonsoir. Il y a les élections européennes qui vont arriver bientôt. Est-ce que vous pensez, comme Étienne Chouard, qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne? Voilà. Juste une question pour vous, pour Monsieur Filoche. Bonjour. Une dernière question. Je me présente un peu quand même parce que je viens de loin. Cédric, je suis gilet jaune à Vire et à Flers dans le bocage normand. Donc ça fait 3 heures de route d'ici, même si je suis là pour une autre occasion. On connaît bien la fermeture des petits services publics, des postes, des écoles et tout ça. Donc on est assez mobilisés. J'avais une question, j'avais 10 000 questions, merci pour vos exposés, mais j'en ai une qui m'est venue pour Monsieur Pasco, c'est est-ce que le modèle scandinave est un bon modèle en termes de transparence de la vie politique? Et à ce sujet, je rebondis sur cette question de l'Europe. Est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne comme on l'a le pressentiment, ou est-ce qu'il faut y rester pour que ça fasse caisse de résonance pour nos projets, mais une Union européenne peut-être pilotée par les Scandinaves, justement, au moins en termes de moralisation. Merci. La première question, madame, par rapport aux dons et par rapport à la non-transparence dans la vie publique. Sachez aujourd'hui que pour faire de la politique, il faut de l'argent. Je le rappelle à tout le monde, une campagne électorale présidentielle, ça coûte entre 20 et 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas vrai, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Moi, je n'ai pas 50 millions d'euros. Donc il est évident qu'il faut qu'on assainisse de ce côté-là. Aujourd'hui, si tu n'as pas 20 000 ou 50 000 euros, tu ne peux pas devenir député. Tu ne peux pas. Et moi, je propose juste un truc très simple. Mais encore une fois, c'est qu'un truc personnel. Je dis qu'il faut qu'on arrive à mettre un système où tous les candidats qui se présentent aient les mêmes outils de propagande. J'ai pas parlé la même somme d'argent. Écoutez bien, les mots sont importants. Les mêmes outils de propagande. Chaque candidat, 3 affiches, 2 meetings, 4 petits fours, un programme. Avec le même nombre de pages, etc. De façon à ce que les gens se rabattent sur le contenu et non sur l'apparence. Ce n'est qu'une proposition personnelle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système qui se dirige de plus en plus à l'américaine, où c'est celui qui a le plus de pognon, qui a le plus de médias. Je rappelle que M. Macron a eu 64 couvertures pendant la campagne présidentielle, et c'est ces gens-là qui malheureusement gagnent les élections. Donc soyons égalitaires, même propagande pour tous les candidats. La même feuille. S'ils ont une feuille A3, c'est le contenu de leur feuille A3 qui ne nous intéressera pas et pas le fait que la feuille A3 est en or. Par rapport à l'Europe, il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est pour une Europe telle qu'elle est. On n'a qu'une Europe économique, on n'a qu'une Europe de lobby. Vous savez combien il y a de lobbying qui sont payés par députés européens? Un lobbyiste, c'est quelqu'un qui est payé pour t'influencer. Il y a 20 lobbyistes qui sont payés mensuellement pour s'occuper d'un seul député européen. Les députés européens n'ont quasiment pas de pouvoir. C'est la Commission qui n'est pas élue qui a des pouvoirs. Ces gens-là, aujourd'hui, l'Europe ne travaille pas pour les gens. L'Europe travaille pour les lobbies et travaille pour les nantis. Donc l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, moi je dis non. Ça ne m'intéresse pas, personnellement. Mais je ne vais sûrement pas aller dans le sens politique, entre guillemets, de certains. Je dis que l'Europe d'aujourd'hui ne correspond pas aux attentes des populations. Gérard, tu vas rajouter quelque chose? J'étais sûr. Et Frédéric? Sur la question européenne, avant même de poser la question sur la sortie ou non de l'Union européenne, il y a déjà un premier problème, c'est la monnaie unique, qui est une monnaie inique avant d'être unique. C'est-à-dire, c'est une monnaie qui est une méthode de gouvernement qui a une véritable fonction de discipliner les revendications du salariat. Gardez juste ça à l'esprit. En 92, on dit oui du bout des lèvres à Maastricht. Et qu'est-ce que demande le traité de Maastricht? De contenir la dépense publique. Où est l'essentiel de la dépense publique?
ce sont dans la protection sociale. L'année qui suit, 1993, c'est la réforme Balladur sur les retraites avec les conséquences que l'on sait. Il faut bien comprendre que la réforme des retraites, c'est l'enfant de Maastricht. 93, c'est juste l'année d'après, c'est lié. Aujourd'hui, comme on ne peut plus utiliser notre monnaie, la flexibilité qu'il n'y a plus sur la monnaie, elle se fait sur le travail. Les lois Pénicaud, les lois El Khomri sont le fruit de nos choix européens. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Voilà ce que je souhaitais dire. Moi, je vais essayer d'ajouter. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai voté contre le traité de Maastricht, personnellement. J'ai voté contre le traité constitutionnel européen. Et je suis contre l'Europe capitaliste. La France est capitaliste, l'Europe est capitaliste. Mon souci principal, c'est de sortir du capitalisme, ici et là-bas. Mais quand j'entends dire que Macron obéit, c'est pas vrai. Macron est ce que nous détestons le plus en Europe. Il incarne le plus le libéralisme en Europe. Il est pire que Madame Merkel, Monsieur Macron. Ce n'est pas aux autres qu'il faut qu'on s'en prenne, c'est à Macron. Je suis pour Macronxit. Sortir Macron. Parce que si on sort Macron, on peut prendre le pouvoir. Alors après, je vais vous dire quelque chose à ce stade. Prendre le pouvoir, c'est que les gilets jaunes obtiennent l'appui de tout le salariat. À mon avis, on ne peut pas gagner si les entreprises ne sont pas occupées. L'occupation des ronds-points, c'est bien. L'occupation de ce qui bloque la production, c'est bien. Mais la production, c'est dans les entreprises. Et c'est là que ça va se jouer. C'est mon expérience ancienne de 68 Arts qui me fait dire ça. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on peut gagner. Mais si on gagne, il faut que le mouvement soit plus organisé. Priscilla a eu raison. L'Assemblée des assemblées, à mon avis, à Commercy, c'est une bonne chose. L'Assemblée qu'il va y avoir à Saint-Nazaire, le 5, 6, 7 avril, des différents ronds-points, avec des délégués, pour avoir une plateforme unique nationalement, des gilets jaunes, c'est aussi une bonne chose. Et ça permet de s'opposer à Macron, Macronxit. Ça permet de remettre en cause le capitalisme ici. Et si on le remet en cause ici, alors on pourrait corriger beaucoup de choses. Parce que je suis d'accord avec toi, sur le travail, c'est ma spécialité. Macron a été pire que ce que les recommandations européennes lui demandaient. Sur le code du travail, il l'a cassé davantage que le code allemand. Sur la SNCF, Macron a davantage cassé le service public que dans les autres pays européens. C'est donc nous qui avons une responsabilité particulière dans le combat qu'on mène contre Macron. En changeant ici le pouvoir, ça changera toutes les données en Europe. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas pourquoi on se mettrait un embarras de dire on sort, alors qu'on ne sortirait pas, on aurait toujours Macron. Je vous propose de sortir Macron, et ça changera le visage de toute l'Europe et toute son histoire et sa destinée. N'est-il pas temps de clarifier une question? Les médias, le gouvernement, tous les samedis disent « c'est moins que le samedi dernier ». Et c'est faux, nous le savons. Nous savons aujourd'hui que le point clé, c'est combien nous sommes le samedi. Et est-ce que le samedi va bloquer le lundi? Mais en tout cas, ce que nous savons, nous, les anciens, qui sont depuis toujours des syndicalistes dans nos entreprises, ce que nous savons, nous, c'est que le système des jeux de rédaction tel que celle qu'on a faite mardi, ça ne sert à rien. Les journées d'action organisées par nos dirigeants syndicaux, on l'a toujours dans l'os. C'est pour ça que les gilets jaunes sont apparus. Si les syndicats avaient fait leur boulot, il n'y aurait pas eu besoin de gilets jaunes. Or, nous devons dire nettement, nous, les syndicalistes, c'est aux gilets jaunes à diriger, à aller proposer aux usines d'arrêter avec eux et de lutter ensemble, sous la direction des gilets jaunes. Les syndicats doivent être au service des gilets jaunes, pas les verts. On rejoint la position de Gérard. Il faut dire qu'on doit sortir. C'est clair, c'est net. Moi, je suis secrétaire d'une union locale. Je suis retraité, je suis secrétaire d'une union locale à Trappes. Et je mets au service de tous, si vous en avez besoin, les locaux dont nous disposons
pour ce que vous voudrez faire. Merci. Merci. Bonsoir. Bon, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Je m'appelle Sacha, moi je viens de Bois d'Arcy. Je ne suis pas très loin. J'ai une question assez précise sur le RIC. A priori, il y a une majorité des gens, hein, on parle d'à peu près 80%, qui revendiquent la mise en place du RIC. 80% c'est bien, on est tous d'accord. A priori, on s'accorde tous dessus. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est qu'un sondage d'opinion. D'accord? C'est notre avis, on le donne. D'accord? Et ils entendent, ils le disent, ils écoutent. Bon. Le problème, c'est qu'il va falloir vraiment officialiser, en fait, que les gens revendiquent vraiment le RIC. Donc ma première question, c'est comment peut-on contraindre le gouvernement pour qu'il reconnaisse cette revendication, pour qu'il puisse y accéder? Ça, c'est une première question. Est-ce que ça passe déjà par un premier référendum? On veut voter oui ou non pour la mise en place, et on veut voter, hein, j'appuie bien sur le terme voter, sur la mise en place du RIC. D'accord? La deuxième question, et qui sera compliquée également à résoudre, c'est, et a priori, on pense que la réponse sera oui à ce premier référendum, d'accord? C'est qui rédigera le RIC qui fera consensus, car aujourd'hui, il existe une multitude de projets RIC. Voilà, merci. Je voudrais rebondir en fait sur ce que M. Filoche vient de dire et sur ce qui a été dit, je pense, aussi en face. Aujourd'hui, on parle de hausse de salaire, on parle de lutter contre la réforme des retraites qui va intervenir, on parle de la finance de Bruxelles. Il y a des choses qui sont dites mais qui paraissent inatteignables, surtout si on se maintient sur des manifestations du samedi à Paris. Donc je souhaiterais aujourd'hui, moi, qu'on se donne les moyens vraiment d'obtenir toutes ces choses que tout le monde veut depuis très longtemps, mais qu'aujourd'hui on ose exprimer. Et ces moyens, il n'y en a pas 500, on en a parlé tout à l'heure de mai 68, c'est la grève générale dans les entreprises. Pour ça, on n'a pas besoin d'aller à Bruxelles. C'est pas à Bruxelles que ça se passe, c'est tous les jours sur notre lieu de travail que ça se passe. Donc voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est ça. C'est aujourd'hui on a les moyens, si on s'y met tous ensemble, pas seulement les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils sont en train d'ouvrir l'esprit de tout le monde. On parle du RIC, oui, on vient de se demander comment on pourra imposer le RIC. Est-ce qu'on attend les prochaines élections? Est-ce qu'on continue d'attendre des élections? Ou est-ce qu'on bouge un petit peu plus? Et à ce moment-là, il faudra que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire pas seulement le samedi, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le mercredi aussi. Et ça, c'est difficile, mais c'est un travail qu'il faut faire dans la tête des gens. Alors on va peut-être attendre une énième goutte d'eau qui va faire déborder un vase qui est déjà trop plein. J'espère que cette goutte d'eau va arriver parce que sinon, on en restera là sur nos samedis sur les Champs-Élysées. Voilà, c'était mon message du jour. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Philippe, je suis sur Dreux et sur Annette. J'avais une question pour les quatre, mais surtout peut-être pour Monsieur Pasco. Au niveau de, pour rebondir, au niveau de, c'est peut-être pas d'actualité, mais au niveau des présidentielles de 2022, on sait très bien que 2017, les dés étaient pipés avec la loi Urvas de 2016. Le parrainage est en équité, le parrainage des maires. Donc tant qu'on n'aura pas le parrainage des maires, on ne pourra rien prétendre. Est-ce que vous avez une solution par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que quoi qu'on fasse, les dés sont pipés, on le sait déjà dès le maintenant. Donc est-ce qu'il y a une solution pour se sortir de cette loi Urvas? Est-ce qu'on peut l'alléger? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais je ne vois pas d'autre solution pour 2022, c'est plié quoi. Alors pour la première question qui a été posée sur le RIC et comment demander l'avis aux citoyens qui ne sont pas forcément gilets jaunes ou qui le sont mais qui ne se manifestent pas physiquement par les manifestations, effectivement il y a des initiatives de citoyens qui sont en cours, qui ne sont pas forcément communiquées ou médiatisées, et dont deux, je pense à la première qui consiste à organiser nous-mêmes notre référendum comme ça a pu se faire en Espagne. En Catalogne, exactement. Il y a des initiatives qui tendent vers ça. Il y a une autre initiative qui a été lancée par des gilets jaunes qui sont dans le sud, qui consiste à étudier des failles juridiques et administratives
qui permettrait de faire référence à des articles de la Déclaration des droits de l'homme et à la Constitution, et qui ainsi permettrait d'avoir le RIC plus facilement. On ne va pas trop en dire là parce que l'idée c'est qu'on ne mette pas davantage de bâtons dans les roues, mais il y a des initiatives qui ne sont pas du tout visibles parce que on nous voit, nous, Gilets jaunes, principalement par les marches du samedi ou par les blocages, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi et qui forment des collectifs pour travailler ensemble, pour que les choses avancent sur le fond. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi maintenir la forme pour montrer qu'on est là, qu'il y a une mobilisation, qu'elle existe, mais que dans le fond, on travaille pour que les choses avancent aussi. Donc c'est pas impossible qu'on soit amenés les uns les autres à se rencontrer dans ces différents collectifs. Quelquefois, on se retrouve sur différents ateliers de travail. Et effectivement, il ne faut pas penser qu'il n'y a rien qui se fait à côté des manifestations. Pour ce qui est de la mise en place, il y a aussi des personnes qui se réunissent pour travailler sur comment mettre en place le RIC. Il y a une proposition qui est sortie justement d'associations qui défendent la démocratie sur la revue Terra Nova. Ils font une proposition de comment ça pourrait être mis en place, et je pense que ce sont des initiatives qui pourraient être reprises par différentes personnes, que ce soit au sein des Gilets jaunes ou ailleurs, et former pas forcément des collectifs, mais au moins des groupes de travail formés d'experts qui défendent la démocratie depuis longtemps. Je pense que des experts aussi de l'Europe, parce que c'est un sujet à pas négliger quand on met en place le RIC, des personnes qui seraient expertes aussi au sujet de la monnaie, parce que beaucoup de sujets comme ça sont liés. On oublie souvent certains sujets lorsqu'on met certaines personnes autour de la table pour discuter de la mise en place d'un nouveau système, mais ce sont des choses qui sont en cours et qui se travaillent. Alors si jamais vous souhaitez vous faire partie de certains ateliers ou vous souhaitez en créer, ce que je vous conseille, c'est de les mettre en lumière pour qu'on sache de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'experts en tel ou tel sujet pour pouvoir alimenter vos débats et vos ateliers de travail. Mais il y a des personnes qui travaillent là-dessus, mais c'est pas forcément mis en lumière. Je vais rebondir sur la grève générale, et peut-être que quelqu'un d'autre voudra réagir là-dessus. Il y a une grève qui se prépare pour le 19 mars, une grève intersyndicale. Il y en avait déjà eu une le 5 février. Et effectivement, on pourrait profiter de ces grèves-là pour communiquer un maximum, parce qu'on a des collègues, des amis, de la famille, et leur expliquer que ce jour-là, c'est le jour où il faut sortir avec les Gilets jaunes aussi, et mobiliser davantage. Et je pense que le mois de mars, il sera assez intense en manifestation, puisqu'on a les associations du climat qui vont massivement sortir les samedis, les étudiants du climat qui vont massivement sortir tous les vendredis, les Gilets jaunes qui vont faire des blocages en semaine et aussi en week-end. Et je pense qu'il faut maintenir la pression tout en travaillant sur le fond. Et profiter aussi des grèves générales qui mettent encore plus de monde dehors. Et tout à l'heure, on disait que pour gagner du pouvoir d'achat, il faut aussi travailler sur les salaires. Donc les salariés sont aussi concernés, et j'espère bien qu'ils seront aussi dehors lors des grèves générales. Merci. Je peux que rejoindre les paroles de Priscilla. Je vais répondre à ta question sur le parrainage des maires pour la présidentielle. Moi, petit Philippe Pasco, petite Priscilla, Frédéric ou Gérard, on peut malheureusement pas grand-chose sur ce truc-là. On peut pas grand-chose. D'autant plus qu'ils ont une fois de plus verrouillé la loi, et que maintenant on publie le nom des maires qui parrainent, donc il y a des maires qui ont peur. Par contre, moi j'attire l'attention de tout le monde pour rejoindre ce que dit Gérard et rejoindre ce que dit Priscilla. S'il n'y a que les Gilets jaunes qui se battent, on ne gagnera pas. Maintenant, inventer des nouvelles méthodes de combat. Je le dis dans toutes les réunions où je vais, il existe des tutos de boules puantes sur Internet. Rien ne nous empêche de fabriquer des boules puantes et d'aller dans des magasins qui ne payent pas leurs impôts en France, et d'aller dans un centre des impôts ou dans une préfecture et d'avoir des flatulences inopinées. Rien n'empêche 50, 60 gilets jaunes d'aller dans un petit magasin d'une grande marque avec une pomme et d'être pendant 3 heures dans ce magasin sans rien acheter. Essayons de bloquer le système économique. Il y a la grève, et je suis moi pour qu'il y ait une maximum de grève, mais je sais aussi que les gens crèvent la dalle. Et qu'aujourd'hui, faire grève et ne pas toucher son salaire, c'est dur. Donc inventer d'autres systèmes de combat. On est dans un système où on peut entamer une guérilla urbaine. Il y a plein de choses à faire en guérilla urbaine. Il faut juste faire travailler son imagination. Et on peut le faire, et ça ne coûte pas d'argent. Par contre, eux, on va leur en faire en perdre beaucoup.
Et à partir du moment où les entreprises, les grosses entreprises, celles dont parlait Gérard, vont commencer à perdre du pognon grâce à nos actions, je peux vous assurer qu'ils vont taper sur l'épaule de Macron en disant « faut que tu lâches du lest ». À nous d'en profiter. Donc battons-nous, inventons, imaginons, c'est nous le nombre, c'est nous la force, c'est nous les employeurs. D'ailleurs, en parlant de nombre, effectivement, on est sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est très grand. Lorsque pas mal de groupes d'Île-de-France ont des actions qui se font chacun dans son secteur, ce qui serait intéressant, c'est que ces groupes-là se réunissent sur l'Île-de-France pour avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Et que sur un blocage qui serait effectué sur tel ou tel département, qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir, de se mettre en lien avec toutes les personnes qui organisent des actions sur l'Île-de-France et de se rejoindre sur des actions ciblées, pas forcément énormément, mais au moins qu'on soit tous réunis sur les mêmes actions pour avoir plus de poids. Je pense que c'est important, le nombre, effectivement, ouais, on est d'accord sur le nombre, il n'y a que ça qui marche. Une question pour Priscilla, ça concerne la solidarité des Gilets jaunes pour ceux qui ont été condamnés ou qui sont en attente d'un jugement. Je vous donne mon cas personnel. J'ai été donc en garde à vue à l'issue de du 5e acte là, et donc j'ai un jugement, je vais comparaître en audience au mois de mai. Je suis au chômage. Hier, donc on m'a refusé une assistance juridictionnelle, enfin je ne sais plus comment on dit là, et donc je voulais savoir si vous aviez des structures ou des conseils pour ceux qui se retrouvaient le bec dans l'eau pour assurer leur défense. Alors il y a beaucoup d'avocats qui se sont manifestés pour aider les Gilets jaunes qui ont été soit arrêtés, qui ont soit été embêtés par les forces de l'ordre ou par la justice. Et je ne sais pas si vous êtes au courant des collectifs qui ont été mis en place ou si vous êtes appuyés. Si vous ne l'êtes pas, on peut très bien vous fournir des coordonnées à la fin, si vous le souhaitez. C'est important d'être accompagné et d'être bien accompagné surtout. Mais oui, effectivement, il y a des avocats qui sont prêts à aider gratuitement les Gilets jaunes. Donc moi c'était une question pour Priscilla. Je me posais la question du sens qu'il y avait à réclamer plus de démocratie si dans un premier temps nous n'avions pas retrouvé notre souveraineté nationale. Quand on regarde en Europe dernièrement les quelques référendums qu'il y a eu, que ce soit en France, aux Pays-Bas, en Grèce, dans ce cadre de l'Union européenne, ils ont tous été bafoués complètement. Et ma question c'est celle-ci, est-ce qu'un RIC ne devrait pas s'accompagner nécessairement d'un Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de ce système antidémocratique qu'est l'Union européenne? Merci. Bonjour, juste pour rebondir, avant d'être capitaliste, l'Europe elle est antidémocratique et elle a été conçue de façon antidémocratique. Pour rebondir sur le RIC, ma question c'est qu'il y a beaucoup de lois déjà qui existent en France. Donc si on obtient un référendum et que les citoyens créent une loi, comment les faire appliquer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des lois sur, par exemple, quand un logement est vide depuis 5 ans, il doit pouvoir être réquisitionné, ou toutes les entreprises qui ne payent pas leur cotisation sociale à la sécurité sociale. Donc il y a des lois qui existent, mais qui ne sont pas appliquées. Donc première question, est-ce que le RIC n'est pas un peu présenté parfois comme une baguette magique? Et deuxième questionnement sur le RIC, c'est qu'il y a des questions qui nécessitent plus de nuances que oui ou non. Juste un petit exemple, par exemple, sur notre façon de vivre qui consomme beaucoup, enfin qui détruit la planète, disons-le. Si on pose juste la question, voulons-nous du nucléaire ou pas? Ça ne peut pas être juste ça la question. La question doit être, si on continue à vivre comme ça, on a besoin de beaucoup d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une simplification un peu de poser toutes les questions entre oui et non? Et ça peut un peu effacer la complexité du monde d'aujourd'hui et des questions et de la société viable qu'on voudrait. Alors pour la question du Frexit, alors je pense que vous parlez de souveraineté nationale. Je pense que déjà la mise en place du RIC, c'est un. Madame, vous parlez de baguette magique. Je pense pas que ce soit. On le présente pas comme une baguette magique, mais comme un outil. C'est un outil qui permettrait d'accéder à plus de démocratie et donc à récupérer au moins partiellement sa souveraineté.
Et je pense qu'à travers le RIC, on pourrait poser cette question du Frexit. C'est l'inverse, à mon sens. Et pour ce qui est des questions délicates sur éventuellement, si le RIC était mis en place et qu'on avait une question délicate à poser qui nécessite qu'on pose quand même le sujet à plat, on n'imagine pas poser une question pour poser une question, mais on imagine pouvoir en débattre avant, éventuellement en débattre après. Et il y a des associations qui défendent aussi un système qui consiste à dire qu'on fait un référendum à choix multiples. Alors après, pourquoi pas aménager... Le RIC n'existe pas là chez nous, mais l'idée c'est que si on le mettrait en place, c'est qu'il faudrait le mettre en place de manière à... L'idée c'est pas de copier sur ce qui a été fait dans les autres pays, mais c'est essayer de mettre quelque chose en place qui soit le plus adapté, le plus sécurisant et le plus cohérent. Donc c'est une question intéressante et je pense que s'il y a des groupes de travail qui se forment là-dessus, c'est une question qu'il faudra mettre sur la table. En sachant que le plus important, c'est déjà d'arriver à avoir plus de démocratie. C'est tout ce que demandent les gens. Et à partir du moment où on veut plus de démocratie, un des seuls moyens, mais c'est pas un des seuls outils, il y en a d'autres qu'on essaye de mettre en place, c'est le RIC. Parce que le RIC, ça permettra de reprendre la main du peuple sur son propre destin. Et après, on verra pour le Frexit, je suis d'accord avec Priscilla, et après, on verra les points de détail si on doit affiner la façon dont on s'en sert. Mais faites très attention à ce qui est une habitude du oui mais. C'est vraiment une technique pour ne pas faire les choses. Souvent, ils nous disent oui mais, si vous faites le RIC, vous allez remettre la peine de mort. Oui mais, si vous faites ça, non. On pose plus de démocratie, et après, on verra à affiner les détails dedans. Mais on ne reste pas dans ce système pourri qui étouffe les citoyens. Bonsoir. Moi, j'aurais une petite question pour Monsieur Filoche. Vous avez parlé des retraites tout à l'heure et que de 60 à 65 ans, c'était difficile. Je suis d'accord et pas d'accord avec vous dans le sens où je suis électromécanicien, j'ai 2 de mes collègues là juste derrière. Régulièrement, à 2 ou à 3, on soulève des poids de 105, 110, on peut monter jusqu'à 300 kg. J'ai 38 ans, j'ai déjà été opéré il y a 4 ans d'une hernie discale, j'ai une épaule qui part en sucette. Moi, à la retraite, à 60 ans, je la verrai peut-être jamais. Faudrait peut-être qu'il y aurait une graduation aussi dans les retraites, dans l'âge de départ par rapport à la pénibilité. Parce que moi, j'ai pas de reconnaissance de pénibilité vu que c'est pas systématique. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'étaler les départs à la retraite en fonction et de trouver un nouveau système pour prendre en compte la pénibilité? Merci. Comment vous dire? La retraite est d'abord un droit. Donc il faut que ce droit soit égal pour tout le monde en âge. Donc il faut revenir à 60. Mais c'est un droit. Vous pouvez partir après. Ce qui est important, c'est qu'à 60 ans, vous ayez la possibilité de partir et avec une retraite décente. Et maintenant, prenons les égoutiers à Paris. Vous m'avez dit électromécanicien. Les égoutiers ont une espérance de vie de 58 ans. Parce qu'il y a des cancers à partir de 50. Donc là, il faut qu'il y ait une convention collective spéciale pour qu'ils puissent partir à 50. Et Macron appelle ça des régimes spéciaux. Refusez l'expression, s'il vous plaît, autant que les charges sociales. Les régimes spéciaux sont nécessaires. Ce sont des conventions collectives. Il faut qu'il y en ait d'adaptés pour les égoutiers, mais aussi pour les routiers, mais aussi pour ceux qui ont un travail manuel pénible dans la démolition, dans le bâtiment. La retraite dans le bâtiment peut s'imposer à partir de 55 ans. Quand je parle de droit à 60, c'est pour tout le monde. Et quand je parle de convention collective dans plusieurs dizaines de branches, c'est adapté à la profession qui est faite. Parce qu'en ce moment, un ouvrier a quasiment 9 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Il faut donc corriger le droit pour tous, pour des droits en plus pour ceux qui en ont besoin. Et ce que vous allez avoir comme attaque dans les journaux, sur dire non, 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 plus de régimes spéciaux, plus de régimes spéciaux, tout le monde à 62, à 63, à 64, à 65, à 66, et là non. Non, parce que j'ai dit que l'espérance de vie en bonne santé était 62 et 64 ans. Non, parce que si on prolonge au-delà de 60 ans, on a du chômage. Donc les gens passent de la caisse de retraite à la caisse de chômage.
Et non, parce qu'il faut des régimes adaptés pour les égoutiers, que j'ai pris comme exemple, mais il y a 10, 15, 20 exemples d'autres. Et ça, c'était quelque chose qu'on va avoir à défendre dans l'année qui vient. Mais pour qu'on gagne sur les retraites, il faut qu'on gagne sur la bataille qui est en cours des Gilets jaunes. C'est notre bataille qui va déterminer les autres batailles. Et c'est en étendant notre bataille, c'est ce que j'ai appelé l'occupation des entreprises, que l'on peut obtenir un appui décisif pour battre Macron. Donc j'avais 18 ans en 68 comme vous. Mais vous savez, les temps changent. Vous axez votre pensée sur le travail. Ça n'est plus le cas. Regardez bien, il y a 4 ans, les revenus du capital ont été supérieurs aux revenus du travail. Ça, c'est un fait. On est revenu à une situation d'avant la guerre 14. Voilà. Et maintenant, avec les technologies qui sont en cours, vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle. Vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle. Nous en sommes là. Et ce qui fait que maintenant, c'est dominant. Parce que eux savent. Eh bien, nous considèrent comme des inutiles. C'est leur mot. Alors, comment réagir? Ce monsieur disait tout à l'heure qu'il faut, comment dirais-je, exprimer, disons, notre manière de voir aussi. Mais il en est une autre aussi. Nous avons tous la même intelligence que tous ces dominants. Ce qui change entre nous les dominés, je vous signale qu'ils nous appellent la working class. D'accord? Donc, ce qui change entre les dominés que nous sommes et les dominants, nous avons tous les mêmes têtes. On est tous aussi intelligents, les uns comme les autres. Sauf que eux, ils ont la connaissance. Et c'est ça. Donc il faut absolument intégrer à ce mouvement des gens qui l'ont aussi, de manière à vous défendre sur ce plan. C'est pour ça qu'un certain nombre de revendications se font au niveau de l'école. Voilà, de manière à ce qu'on apprenne autant qu'eux, qu'on accède à la même connaissance. Et c'est comme ça qu'on se défendra, parce qu'on se défendra avec les mêmes armes qu'eux. Bon, j'ai peut-être un petit peu douché les espoirs que vous avez, d'accord, que nous avons, de toute manière. Mais il faut aussi intégrer ça. Moi, je voulais poser une question au sujet des organisations de manifestations. Par rapport à l'après-midi, quand on nous divise nos manifestations, les CRS, ils divisent les manifestations, je ne sais pas pourquoi, par 2, par 4, tout simplement pour avoir une comptabilité moins importante de manifestants. Je trouve que c'est absolument pas normal. Donc il faut leur interdire de nous séparer nos manifestations comme ils font. Et je pense que c'est très important. Moi, je voulais seulement vous dire, monsieur, sur les manifestations, vous savez, quand les entreprises sont occupées, les flics, ils ne peuvent plus servir à rien. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus fort que les manifestations, c'est l'occupation des entreprises. La deuxième chose pour monsieur, j'ai entendu, je partage ce qu'il a dit sur la politique globale de Macron. Avec mes mots à moi, Macron veut ubériser la France. Il veut remplacer les contrats de travail par des contrats commerciaux. Il veut casser le salariat. Il veut une société post-salariale et une société sans statut et sans sécurité sociale. Ça, c'est son programme global. Nous, on a intérêt à ce que le salariat, 90% des actifs, qui est la première force sociale de ce pays, se défendent ses droits et les réaugmentent. C'est une bataille de classe très simple entre Macron la finance d'un côté et nous de l'autre. On est en plein cœur de ça. Si on est nombreux dans les prochaines luttes, samedi, l'acte 15, et s'il y a une coordination des assemblées, on gagnera. On gagnera. Et s'il y a une extension du mouvement aux entreprises, ça sera à coup sûr. À coup sûr. Oui. Mais le peuple, 90% des actifs sont salariés. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? 24 millions de personnes sont salariées. Il n'y a que 10% des gens, 10% des gens qui sont indépendants. Et les jeunes sont des salariés en formation. Les chômeurs sont des salariés temporairement privés d'emploi. Et les retraités, je l'ai expliqué tout à l'heure, vivent au jour le jour
avec le salaire de ceux qui bossent. Le salariat, c'est notre point commun à tous. On lève la séance. C'est bon, merci à tous. Et surtout, on lâche pas le combat. On vient te chercher chez toi.